On ne s'arrête pas. J'appelle à la tribune Joël Ancry et Anne Caron d'Église. Bonjour. Merci, hein, camarade. Tu es prêt? Oui. Quoi? Non, 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 je dis deux mots. Mais oui. Non, non, on a pris un tout petit peu de retard, mais on a 1 heure. Hein. On se donne 1 heure, d'accord? Vous avez donc chacun 25-30 minutes. 25-30 minutes, et 30 minutes. Joël Ancry, on en a parlé hier, vous le connaissez, il est professeur de santé publique et de gériatrie et c'est un chef du pôle, d'un pôle très important à Sainte-Pyrine. Il a plein d'élèves dans la salle, je ne vais pas vous parler plus longtemps de lui. Et on a la chance, il a accepté de venir nous parler des conséquences, d'évaluer la perte d'autonomie, les conséquences éthiques. Mon cher Joël, tu as la parole. Merci Michel, merci. Bonjour à tous. C'est quand même très très difficile de passer après Joël Ménard. Mais je vais donc prendre quand même un de ses conseils, c'est de dire que mon sujet est un sujet essentiel. Mon sujet est un sujet important. L'évaluation de la perte d'autonomie, ses conséquences éthiques, c'est vraiment essentiel. Et donc on va en parler. Et ce que je vais vous dire sûrement est très 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 important. Mais bon, on va quand même un petit peu relativiser les choses. Alors, cette évaluation de la perte d'autonomie, je vais me mettre dans une situation beaucoup plus globale, beaucoup plus gérontologique, et que l'évaluation qui a été éminemment bien traitée par Fabrice Gilles hier sur l'évaluation de l'autonomie décisionnelle. Donc je vais y arriver par un bout plus gérontologique et plus général. Cette évaluation, l'autonomie, on va reprendre peut-être un petit peu les mots, c'est quelle que soit la cause de cette perte d'autonomie, qu'elle soit d'origine physique ou d'origine psychique, on se pose toujours la question de son évaluation et à la limite, on ne se pose même pas la question, on dit il faut évaluer. Il faut évaluer et donc on sait bien qu'il existe toute une série d'instruments qui nous permettent cette évaluation et on retrouve comme ça dans la littérature, on retrouve, si on fait un clic sur un moteur de recherche sur Internet, on trouvera des tonnes d'instruments d'évaluation de l'autonomie fonctionnelle, des plus officiels aux plus individuels, aux plus personnels, aux plus confidentiels. Et là aussi, tout le monde, c'est bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer l'autonomie de la personne, évaluer donc ses besoins, et vous voyez là encore les termes, et donc derrière ce côté très important qui est de répondre à ses besoins. On parle même, c'est un mot que j'aime pas trop, moi, personnellement, mais dans le milieu gérontologique, et je pense qu'il y a certains de nos collègues ici qui peut-être réagiront, mais on parle même de boîte à outils du gériatre ou du gérontologue. Et ces instruments d'évaluation font partie de sa boîte à outils. Alors ce côté du gérontologue qui arrive avec sa sacoche pleine de grilles et de faire remplir les grilles auprès de son patient, c'est une vision qui n'est pas tout à fait la mienne sur le plan de la médecine. Mais je voudrais interroger un petit peu cette notion d'évaluation et cette notion de ce concept d'autonomie fonctionnelle. Évaluer, c'est obligatoirement donner une dimension éthique. Pourquoi? Parce que toutes nos évaluations vont conduire à des décisions qui vont affecter la vie des personnes évaluées, et qui vont aussi avoir un impact, et ça c'est un point important aussi dans l'évaluation, dans notre système d'aide et de soins, dans ce réseau d'acteurs autour de la personne, avec la personne, dans ce réseau d'acteurs, c'est bien, cette évaluation va avoir aussi un impact, et toutes les personnes qui travaillent à la fois dans les réseaux gérontologiques, dans les Mayas, dans les clics et autres choses, le savent très bien que l'évaluation en soi est un élément qui va entraîner un certain nombre de décisions et un certain nombre de conséquences. Alors le milieu de la santé publique est un milieu très friand de l'évaluation. On est d'accord, tout baigne dans l'évaluation, il n'est pas une action de santé publique qui ne puisse pas être mesurée. Et là, vous voyez, là je me mets à un échelon beaucoup plus populationnel et non pas un échelon individuel.
L'évaluation, elle aboutit à un classement selon des procédures et des processus bien établis. Elle gagne de plus en plus tous les pans de la société. On évalue tout de nos jours, de toutes nos activités. On évalue nos activités professionnelles, on évalue les chercheurs, on évalue l'enseignement, on évalue les étudiants. Et il n'y a rien qui n'échappe à l'évaluation aujourd'hui, voire même, vous le savez très bien, nos États ne réchappent même plus à l'évaluation, puisque nous sommes pendus à ces 3 petites lettres de l'alphabet, et on espère tous rester au stade de la première lettre en ayant le beau triplet de AAA. Donc, on voit bien que ces évaluations sont source de décisions, et ces décisions, pour les histoires d'État, entraînent bien des conséquences sur la vie de tous les jours. Individuellement, c'est pareil. Nous sommes tous évalués depuis la naissance, depuis notre premier cri où le gynécologue va faire son score d'Apgar, jusqu'à la grille Agir. Et je vous rappelle que dans le mot agir, il y a la lettre A veut dire autonomie. La grille Agir, donc de la naissance à la sénescence, on est évalué. On subit des évaluations permanentes. Mais c'est quoi évaluer ? Évaluer, c'est mesurer, c'est juger, c'est rassembler une série de données de façon la plus précise possible et d'interpréter les résultats dans un contexte. Il s'agit donc d'un processus où, dans un premier temps, on cherche à rassembler les données fiables, de la façon la plus précise possible, la plus objective, et dans un second temps, les indices obtenus ou les valeurs numériques se voient attribuer une signification, c'est-à-dire interprétées dans un contexte. Magie de ces valeurs numériques. Ah, on aime les chiffres. Et je partage l'avis de Joël par rapport à la statistique. C'est aussi quelque chose que j'aime bien. Mais il faut voir à quel niveau on l'utilise. Magie de ces valeurs numériques, nous savons que la mesure est apparue dans le champ scientifique, et c'est très très important, parce qu'on descend de la géométrie et de la mathématique. À partir de ces 2 sciences dures et exactes, va se produire ce que j'appelle une bifurcation culturelle fondamentale. La mesure devient un attracteur permettant de durcir des sciences qu'on considère plus molles. Ce qui est mesuré, ce qui est mesurable, qui va apparaître par cette magie du chiffre comme vrai, comme plus sûr, comme plus objectif. Le chiffre peut être vu comme un opérateur capable de faire passer du subjectif à l'objectif, du mou au dur, du flou au sûr. Et c'est ce qu'on vit tous les jours. Quand je reçois une lettre pour voir un patient et on me dit « Cher monsieur, je vous prie de voir monsieur Untel, 82 ans, GIR 2, MMS 17, IADL temps, ADLX, MNA 22, etc. » C'est exactement, c'est de dire, voilà, je fais, oh c'est pas la peine, diapo, je fais une vision objective de la situation. Mais vous vous rendez bien compte aussi comment on réduit la personne à travers ce type de courrier. Qu'est-ce que veut dire en fait évaluer la perte d'autonomie ? Alors hier, bien entendu, Fabrice a vraiment bien vu, bien montré les différentes dimensions, mais je voudrais quand même, moi, me situer sur un problème un peu particulier, c'est-à-dire en fait rappeler ce qui a été fait hier, l'importance du sens étymologique, hein. Autonomie, autonomos, sa propre loi, suivre sa propre loi, se gouverner soi-même. Et en fait, très souvent, on fait un amalgame entre cette autonomie et le problème de la dépendance, alors que ces 2 mots ne sont en rien des antonymes. Et certains disent que finalement, l'autonomie, c'est l'indépendance fonctionnelle. On retrouve cette terminologie, ou on retrouve la terminologie des Québécois qui notent la notion de perte d'autonomie fonctionnelle. Et si certains connaissent la SMAF, cette échelle, et c'est une échelle de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Alors, je vous propose de faire un petit rapide raccourci historique avec un ami qui est sociologue que vous connaissez certainement, et qui est le Bernard Hennuyer, qui est un sociologue qui a été un directeur jusqu'à cette année d'un service d'aide à domicile à Paris, et qui a beaucoup interrogé ces concepts-là, et qui même a écrit un livre intéressant qui s'appelle « Les malentendus de la dépendance ». Cet auteur, Bernard, rappelle que la vieillesse était déjà dans le rapport Larocque en 62, donc rapport de Pierre Larocque et non de Geneviève, présenté comme présenté comme un problème.
rapport que je conseille de lire, de relire quand même, parce que c'est intéressant. Moi, je trouve que ce rapport qui a maintenant plus de près de 50 ans, eh bien, il y a énormément de choses qui sont écrites, et quand on retrouve, même sur le plan médico-social, les actions qui sont menées actuellement, beaucoup de choses étaient déjà dessinées dans ce rapport. Donc, la vieillesse était représentée comme un problème, et il y avait une distinction entre les personnes âgées valides qui vont devenir des retraités actifs, relevant donc d'une politique intégrative, etc., et les personnes âgées invalides, les grands vieillards. Et c'était écrit les plus de 75 ans qui deviendront les personnes âgées dépendantes relevant d'une politique médico-sociale. Donc, quand on voit ces termes-là, les termes sont clairs, la catégorisation, pour ne pas dire la ségrégation nette, on pourrait tout au plus aujourd'hui simplement décaler le curseur compte tenu de l'espérance de vie et de dire que c'est plus de 75 ans, c'est 85 ans, voire 90 ans. Mais au-delà de ces querelles de définition, c'est bien un enjeu éthique dont il est question, où se mêlent justement ces notions confuses, ces impressions vagues, ces préjugés, voire ces passions. Toujours pour Bernard Ennuyé, la catégorisation des personnes dites dépendantes apparaît pour la première fois dans les textes officiels en 1979. C'est le fameux rapport Arex, où elle est définie comme tout vieillard qui, victime d'atteinte à l'intégrité de ses données physiques ou psychiques, se trouve dans l'impossibilité de s'assumer pleinement et par là même doit avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. C'est bien cette définition qui va servir de base conceptuelle à l'évaluation de la perte d'autonomie. Bien que de nombreuses études insistent sur le rôle prépondérant des facteurs sociaux dans la vie des personnes, Ennuyé considère que s'est mis en place, à partir de cette date, un paradigme biomédical de la dépendance, assimilant la vieillesse à un état nécessairement pathologique, relevant d'acteurs spécifiques que sont les médecins gériatres. J'en fais partie. Il conclut souvent que cela en disant qu'on est passé, sur le plan politique, d'une visée sociale intégrative, les jeunes retraités, à une vision médicale assistentielle, à travers cette mesure de l'autonomie. C'est cette vision incapacitaire, médicale, attribut spécifique de la vieillesse, qui va devenir prépondérante. En plus, Bernard Ennuyé accuse les médecins de santé publique, j'en fais partie, de transposer au champ de la vieillesse l'approche qui a été celle de Philip Wood. Philip Wood, pour ceux qui ne savent pas, c'est la classification internationale du handicap, la classification de 1980, même si aujourd'hui on est sur la classification internationale du fonctionnement. Mais Philip Wood, c'était un épidémiologiste rhumatologue de formation qui a apporté beaucoup dans les études au point de vue épidémiologique pour classifier entre la déficience, l'incapacité et le handicap, ou mieux encore que la notion de handicap, la notion de désavantage social. Donc en fait, nous les médecins français, on substituerait la notion de vieillesse à celle de maladie, et on va arriver à la maladie d'Alzheimer, ne vous inquiétez pas, et celle de dépendance à celle de désavantage, mettant donc à l'écart toutes les interrogations sur ce qui est au niveau de la société, le désavantage, etc. Donc, point fondamental, en se centrant sur la dépendance réduite à ses aspects médicaux, à ses manifestations individuelles, on se donne un objet apparemment mesurable, avec des belles échelles, et c'est précisément de cette mesure qu'il faut discuter. De ses conséquences éthiques, car à partir de cette mesure, on va décider des politiques, on va décider des choix individuels, on va décider des politiques dans la prise en charge et sur le mode de compensation individuel des personnes. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez de quoi je parle, et donc d'une certaine façon, ce que dit Ennuyé, on va renforcer la vision biomédicale du problème. Donc, la conception dominante, quand on s'intéresse à ce problème d'autonomie fonctionnelle, c'est de cette vision purement déficitaire. Le point de départ, c'est la présence d'un sujet d'altération physique et ou mentale, c'est global, les déficiences, qui, lorsqu'elles donnent lieu à des réductions de capacité ou à une incapacité à effectuer une ou plusieurs activités de la vie quotidienne, activités de soins, activités domestiques, déplacements, etc. Une aide est nécessaire, la personne est alors considérée comme dépendante. Ces restrictions ou incapacités s'apprécient au moyen de grilles portant sur les démissions choisies pour explorer les différentes activités, mais cette conception, il faut bien voir, elle privilégie de façon quasi exclusive la réponse aux besoins physiques élémentaires. Elle ne va pas au-delà. À qui elle s'adresse, cette évaluation? Juste un petit point, parce que j'aime bien souvent citer le problème de l'âge.
Ce type d'évaluation de l'autonomie fonctionnelle, on est vraiment, à partir de ces grilles, c'est officiellement, il y a une sorte de décision officielle, ça s'adresse aux personnes de plus de 60 ans. L'âge en soi, vous savez que ce n'est pas toujours un très bon critère, et c'est voire même une échelle d'évaluation porteuse de valeurs qui peuvent être positives ou négatives. Et moi, je dis quelquefois, ça peut conduire à un niveau populationnel, voire décisionnel, à un certain agisme, que cet agisme soit compatissant ou un véritable agisme réel. Et pour revenir à ce seuil de l'âge, c'est dire que vous savez tous qu'il y a eu d'énormes débats sur les conséquences administratives, juridiques, financières, éthiques, entre l'existence de deux régimes parallèles de prise en charge de ces fameuses incapacités en fonction de ce seuil fatidique de l'âge de 60 ans, qui montre bien quelque part que l'âge chronologique joue un rôle fondamental dans la définition de la dépendance. Et si on voit comme ça que les personnes handicapées jeunes de moins de 60 ans doivent s'intégrer à la vie sociale, on a l'impression derrière que les personnes âgées considérées comme dépendantes en sont, c'est pas vrai, mais il y a quelque chose de symbolique là-dedans, qui en sont un peu symboliquement exclus. Voire même, et n'oubliez pas, ne nous leurrons pas, ça se dit quand même si ce n'est pas dans ces milieux-là, elles mettent en péril les équilibres économiques de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. Un deuxième élément que je voulais aborder, c'était qui évalue. L'évaluation de la perte d'autonomie conduit donc, on l'a vu, à la définition d'un besoin d'aide pour compenser les incapacités mises en évidence. Or, le problème souvent de la reconnaissance d'un besoin d'aide, elle est fonction de celui qui le définit. La demande d'une personne, c'est souvent imprécis. Pour être reconnue, cette demande, elle est transformée en un besoin d'aide, légitimé soit par le professionnel, soit par la société, soit par les deux. Les professionnels peuvent avoir, et ont souvent même, j'en fais partie, une définition normative des besoins, fonction de la réponse qu'ils veulent ou qu'ils peuvent mettre en route. Le risque alors est de la transformation des problèmes existentiels ou sociaux en problèmes, j'allais dire, plus médicaux, quand il s'agit d'un médecin. De façon générale, les professionnels sont plus formés à faire à la place de la personne dont ils s'occupent qu'à stimuler ses capacités restantes lorsqu'elles sont réduites, ce qui serait le plus souvent utile. Et là encore, ce sont, de façon globale, je sais bien que tous ne font pas comme ça, et heureusement, en privilégiant à travers ces évaluations la réponse aux besoins physiques et alimentaires. Je vous répète, c'est vraiment la base de ces évaluations. Les professionnels, ou voire même les aidants, c'est ce qu'on appelle les aidants informels, ne prennent pas souvent en compte les besoins affectifs, socio-économiques, les souhaits, les désirs des personnes. D'un point de vue pratique, cette négligence de ces autres besoins augmente le risque de survenue de troubles affectifs, de troubles psychologiques, voire même être une source, par un phénomène de cercle vicieux, d'aggravation de la dépendance physique. Cette surdépendance générée par ignorance de la globalité de la personne, à travers une réponse réductrice, peut compromettre définitivement l'autonomie des personnes. En outre, la dépendance physique est souvent considérée comme une dépendance pour les prises de décisions de la vie courante. Les conséquences peuvent être là encore catastrophiques, car cette assimilation justifie de prendre à sa charge la vie des personnes physiquement dépendantes en les estimant incapables et en leur déniant la liberté de choix et le désir de préserver leur vie privée. Ainsi, la vision normative des besoins générés par ces évaluations de la perte d'autonomie fonctionnelle ne prend pas en compte le caractère multiforme, ni les souhaits des personnes, voire ce qu'on dit aussi des usagers. Alors on s'amuse maintenant aussi, mais ce n'est pas toujours d'un très bon goût, d'écrire usager quand on parle de personnes âgées avec un « et » accent aigu à la place d'un « ER ». Et ignorer la réalité des pratiques.
La réalité des pratiques, on sait, il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré, c'est le fruit de jeux d'acteurs. Et tous les professionnels de terrain le savent, dans la pratique, ce qui se passe au niveau de ces jeux d'acteurs. Tous les gens qui font un peu d'études de type qualitatif sur l'organisation le savent aussi. Les décisions, par exemple, d'attribution de tel ou tel service ou telle prestation résultent en fait bien souvent de tout un jeu de négociation entre le professionnel, le dispositif institutionnel, l'entourage et la personne elle-même. Ceci explique souvent qu'à niveau de dépendance identique, les solutions apportées sont quelquefois éminemment différentes. Qui évalue, ça me pose aussi une autre question. La question du professionnel qui évalue, voire des équipes multidisciplinaires qui doivent intervenir, vous le savez, c'est même dans les textes, dans certaines évaluations dites de la perte d'autonomie fonctionnelle de la personne âgée. Donc, mais on sait aussi que pour des raisons pratiques, cette équipe pluridisciplinaire peut se réduire quelquefois, pas souvent, heureusement, à leur plus simple expression, alors que tout le monde s'accorde sur la richesse des regards croisés des différents professionnels. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'on n'a pas tous la même façon de voir le problème de l'autonomie de la personne. Et on a vu hier dans les cafés éthiques, les ateliers qu'il y avait hier, comment chacun, avec son regard, peut aider à décrypter la situation, peut aider à dérouler la bobine qui est là et d'essayer de mieux comprendre la situation. Et donc là aussi, on se retrouve par une série de questions qui, en elles-mêmes, à travers ces éléments-là, posent, à mon avis, des questions éthiques. Comment évaluer ? Alors, comment évaluer ? Il y a plein de manuels, il y a plein d'études qui ont montré est-ce qu'il vaut mieux faire de l'auto-évaluation, de l'hétéro-évaluation, des évaluations en groupe, du quali, du quanti, ce que vous voulez. Je ne veux pas vous faire brosser l'ensemble des échelles ou grilles. Là encore, c'est des mots qu'il faudrait interroger, échelle, grille. Et par principe, on ne met jamais une personne derrière des grilles. Donc, comment évaluer ? Rien, à mon avis, de plus difficile et plus complexe que mesurer l'humain. Et comment mesurer et évaluer ce qui ne doit pas se réduire à un chiffre ou à un score, ou à contrario, comment un score ou un chiffre va-t-il réduire l'humain ? Je voudrais quand même, là je donne un peu l'impression de critiquer énormément cette évaluation, mais dans le domaine populationnel, dans le domaine de la recherche, les mesures et les évaluations sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour comprendre, expliquer les phénomènes au niveau des populations. La mesure permet aussi de comparer des situations entre elles, ou des personnes entre elles, ou la même personne dans des situations différentes. Et en fait, on arrive comme ça à comprendre un certain nombre de phénomènes. Mais pour passer de la mesure à l'évaluation, s'ajoute pour moi un nouvel élément, c'est la référence à une norme, à un standard. Et c'est là où se pose le problème. Qu'est-ce que la norme dans le domaine des sciences humaines ? Existe-t-il des normes lorsqu'il s'agit d'individus âgés, très âgés, fragilisés, malades, etc. La norme d'indépendance que nous évoquons plus haut met nécessairement l'accent sur son contraire, la dépendance, et donc tous les aspects négatifs qui s'expriment en termes de déficit, de perte, de limitation ou de restriction. Mesure-t-on ce que la personne devrait pouvoir faire du point de vue de l'évaluateur ? Pouvoir. Ou observe-t-on ce que la personne réalise d'elle-même de manière autonome parce qu'elle l'a décidé elle-même ? C'est tout le débat, vous le savez, entre capacité et performance. C'est toute cette différence entre la capacité, ce que la personne fait dans un environnement artificiel avec stimulation, et la performance que la personne réalise réellement et habituellement à sa manière. Ces éléments sont importants à prendre en compte. Dans le domaine des soins gérontologiques, ce sont les performances qui devraient être analysées pour calibrer l'assistance et les aides à la vie journalière. La mesure et les évaluations en référence à une norme sont bien incapables d'abord de rendre compte de la diversité et de la complexité des situations et des histoires de vie. Sans doute la mesure et l'évaluation donnent-elles l'illusion d'une maîtrise sur ces situations complexes dans cet environnement mobile, et ce sentiment de maîtrise risque d'être renforcé par la capacité des évaluations à prédire l'évolution.
et on retrouve comment on peut essayer d'évaluer les risques. Et donc, à partir de cette connaissance-là, on se dit qu'on a une sorte de sentiment de maîtrise sur la situation, non seulement actuelle, mais également la situation à venir. Et c'est quelque part peut-être lorsque on utilise des études, des instruments qui ont été étudiés au niveau populationnel et qu'on veut les faire appliquer au niveau individuel. Et ce passage n'est pas un passage simple. Dans la pratique clinique auprès des personnes, l'utilisation des mesures et des échelles d'évaluation permet aussi un élément qui me semble important, un langage commun sur les situations d'une personne donnée. Et toutes les personnes qui travaillent dans des réseaux, etc., savent bien que ce langage commun facilite le travail interdisciplinaire. J'ai fait état au fait qu'il y avait une multitude d'instruments, une multitude d'outils, mais plein de questions demeurent. Quelle est la place accordée à la personne dans la démarche d'évaluation du point de vue de ses souhaits, de son projet de vie, je l'ai évoqué, de sa satisfaction? A-t-on les moyens appropriés pour recueillir ses souhaits? D'autre part, comment intégrer les données propres à l'évolution de la situation de la personne? Quelle est la place donnée aux aidants proches et aux personnes responsables de celles qui sont évaluées? Va-t-on tenir compte de la vie de la fille, de l'époux, du fils, de la tante Ursule, comme disait hier Geneviève Larocque? Est-ce que ce sont des éléments qui vont intervenir dans cette évaluation? Quelle place est accordée aux facteurs environnementaux en général? Quelles sont les activités quotidiennes qui sont considérées? Et pourquoi celles-ci, pas d'autres? Et au cours de la réalisation desquelles une personne peut avoir besoin d'aide? En quels termes ces activités sont-elles évaluées? Parle-t-on de réalisation effective? Enfin, comment évaluer le résultat de l'interaction entre plusieurs dimensions? À titre d'exemple, et pour reprendre la notion de l'autonomie en termes de capacité à décider, qu'on peut retrouver dans certains outils, on nous les a montrés hier matin, les échelles peuvent dépendre non pas du sujet, mais de la latitude que le milieu institutionnel, par exemple, laisse pour prendre ses décisions. Mesurée par une échelle d'évaluation, l'autonomie tend à devenir la performance d'un individu, non la caractéristique d'une relation liée à une situation, étalonnée à partir d'une norme, qui peut être indépendance, décision logique, raisonnable et sûre. Et la singularité de l'individu, son insertion dans un réseau de relations, ne peuvent être prises en compte par la mesure. L'autonomie, du coup, s'en trouve déformée par la mesure qui en est faite. Les échelles d'autonomie décisionnelle, c'est vrai, et Fabrice l'a montré hier, elles ont aussi beaucoup été développées pour savoir si les personnes étaient autonomes dans la décision de participer à la recherche, et beaucoup à ce niveau-là. Après, on peut voir toute une série de problématiques autour de la méthode. On devrait bien entendu choisir celle qui est la plus adaptée aux objectifs fixés au départ et intégrer les apports positifs de l'utilisation probablement, c'est ce que je considère un conjoint de méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Mais il faut là encore essayer de bien faire le part des choses et de la formulation des questions de telle façon qu'elles puissent être bien sûr accessibles aux personnes avec des moyens ou des possibilités de communication diverses. Et dans ces conditions là encore, de faire la part de l'évaluation de manière générale et sa fréquence, etc. Un point encore essentiel, question de validation. Je ne vais pas vous développer la validation, mais moi je pense que les notions de fiabilité, de fidélité, de reproductibilité, de prédictibilité, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait partie de la validation sont essentiels pour savoir si l'outil que l'on utilise, mesure bien ce qu'il est censé mesurer, est quelque chose d'essentiel. Je considère personnellement, mais je pense que vous pouvez me suivre là-dessus, c'est qu'un outil non validé, et malheureusement nous en avons beaucoup dans notre utilisation quotidienne, est un outil qui est pour moi non éthique, à échelon aussi bien populationnel qu'à l'échelon individuel. Il ne permet pas de répondre aux questions qu'on s'est posées. Les conséquences sont lourdes, cette non-validation, en particulier quand il existe des seuils à partir desquels une allocation, vous voyez à quoi je fais allusion, ou une aide sera attribuée. Si la fiabilité de la mesure ne permet pas de bien catégoriser les personnes, malgré ce vilain mot, nombre de frustrations, d'inégalités peuvent survenir, alors que pour les décideurs, initiateurs,
de normes, tout le monde est soumis à la même règle. On nous rétorque souvent, de toute façon, peu importe, c'est le même thermomètre qui mesure les choses. Mais je ne vous conseille pas d'avoir un thermomètre qui ne vous dépiste pas quand vous avez de la fièvre ou qui considère que vous avez de la fièvre quand vous n'avez pas. Vous verrez bien les conséquences que cela peut avoir sur un plan thérapeutique. Alors j'en viens, et pour en finir, sur la maladie d'Alzheimer, c'était par ce raccourci, mais c'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer, c'est là où le mot autonomie, à mon avis, peut prendre tout son sens, parce que c'est là où, malheureusement, on retrouve ces difficultés à se gouverner soi-même, ou ces difficultés à se gouverner soi-même en fonction de l'évolution, bien entendu, apparaissent plus grandes. L'autonomie dépend des capacités psychiques de l'individu, et le discernement est une capacité. Or, cette capacité peut-elle persister sur les stades sévères avancés de la maladie ? L'incapable ne peut être autonome, ne peut pas consentir, ne peut pas déterminer ce qui est bon pour lui. Et on a débattu là-dessus. Cependant, peut-on dire que l'autonomie disparaît totalement ? Quelle autonomie persiste face à la perte d'autonomie ? Quel noyau perdure ? Il existe toujours pour nous une part d'autonomie en chacun, et les professionnels ont le devoir de la rechercher, aussi difficile que cela soit. Ce n'est pas facile, c'est plus facile de faire à la place d'eux. Autre élément important à considérer, dans cette maladie, la perte d'autonomie est évolutive. Au stade léger et modéré, le patient peut participer aux décisions concernant, malgré quelquefois l'opposition que j'appelle paternaliste des aidants, ou voire la nôtre de professionnels. Ce discernement est possible le plus souvent. Il entraîne le respect de la volonté, de la dignité du patient, de ses désirs, même irrationnels. Il faut toujours respecter les préférences du patient tout en recherchant son avis, ses désirs, son assentiment à tout prix, ce qui représente une contrainte. L'autonomie prend aussi en compte la volonté personnelle. Celle-ci s'oppose à la volonté générale qui sert les intérêts de la communauté, voire du milieu familial. Comment apprécier au mieux ces facultés de discernement ? Il y a des tests des instruments qui cherchent à les mettre en évidence. Ce n'est pas évident, rien n'est clair. On sait que les études montrent que dans des situations comparatives à des sujets du même âge, les personnes atteintes de la maladie, en fonction du stade bien entendu, ne gèrent pas de la même façon les situations à risque, ne permettent pas de tenir compte de l'expérience, ou bien face à des situations ont des réponses qu'on pourrait considérer aléatoires. Mais pour autant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut décider complètement à leur place ? Évaluer cette autonomie est essentiel pour apprécier les décisions face aux patients de nous, les professionnels. Car le patient non autonome ne possède plus sa capacité à consentir à prendre des décisions si on le considère comme tel. Il ne peut plus s'autogouverner. Donc, d'une certaine façon, il perd sa liberté. Donc, s'il perd sa liberté, c'est le risque de maltraitance, de prescription abusive et, entre guillemets, de vide compréhensif. Alors, plutôt que de décider pour eux, essayons un peu de décider avec eux. Essayons d'accepter et de faire accepter l'autonomie du sujet dans la dépendance, qui permettrait peut-être de gérer au mieux les risques. Plutôt que d'évaluer l'autonomie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer avec des grilles, des échelles, à l'échelon individuel, j'entends, il serait peut-être plus juste d'être attentif à l'individu, à ses droits, essayer d'accroître son autonomie, ce qui constitue parfois un objectif inaccessible, maintenir le degré d'interdépendance entre le professionnel et le patient. Le patient est dépendant de manière plus ou moins importante et les décisions, quelles qu'elles soient, dépendent de la volonté et de l'état et du désir du patient. J'ai bien conscience, en disant ça, que je fais toujours mon distinguo entre le niveau individuel et le niveau populationnel. Essayons de conduire à ces décisions qui peuvent être quelquefois apparaître irrationnelles, voire émotionnelles. Il n'y a pas pour moi, à partir du moment où on a ce type d'évaluation et on va décider, il n'y a pas de méthode pour dire comment il faut décider, quelles sont les décisions, comment on peut se situer dans cette situation complexe. Alors, il y a une phrase que j'ai déjà dit il y a quelques jours, j'avais retrouvé dans un texte cette phrase « L'excès d'émotion inhibe la délibération ». Et moi, je rajoute que l'absence d'émotion
paralyse le choix. Et donc, d'une certaine façon, une prise de décision correcte doit exiger un certain degré d'émotion. Bien entendu, j'ai conscience qu'en disant à un certain degré, ce n'est pas facile à déterminer. Dernier point que je voudrais rajouter, c'est que cette perte d'autonomie peut constituer aussi une occasion pour les proches de révéler leurs qualités humaines, d'affection, de sens de responsabilité, de dépassement de soi-même, au bénéfice d'une plus grande solidarité. Je vous remercie.